الزول الأول إمارة. بونسوار à toutes et à tous. الساقيسون في كافي ونيت أكنا هاد النهار مسالية جودية نتيلاس الواي وسقامو نتودسا ريبوست انترناسيونال إمي شحال هاكي قداش الناس تروح دار كندا أخديفك تموغليا فين يتخدم ريبوست انترناسيونال بلا ما طلع ريبوست انترناسيونال أطاسيتي سنان ماشي غادي نخدم كان une description brève. Réponse internationale est une ONG de défense des droits humains qui documente et dénonce les violations des libertés fondamentales en Algérie et plus largement en Afrique du Nord. Son travail, c'est la documentation rigoureuse, recueil des témoignages, analyse juridique, rapports transmis aux instances internationales. Réponse internationale خلقت سيد مسألة جودية كوديم دوكاليس en 2018 سينا كاين بدا نقديش ماشي مسألة جودية نديرو لا راه en 2018 مسألة جودية إلا بيان افون يقدش اما تقولنا راه سرفان اما تقولنا راه يزرفان بومدان يقدش ديال البرينتون بربر يقدش دي فسو تفركان يقدش ديال الحراك بلا ما ناد كاسكات تسرتان تيكسا يسا aussi une casquette d'artiste d'هضر غير تصفلاس اللي كان يديكوري مسائل جودية ظنا زور ضاع هي السنف كوالي مسائل جودية سكرا تصبو خذينس انت غادي يروح للساقيه غديك اول غورك Saint-Mirs, bonjour. Merci pour l'honneur que vous m'avez fait avec votre présence et plutôt pour l'honneur que vous faites à Riposte Internationale. Donc, d'abord, je salue la présence, je vous salue tous, mais surtout la présence de notre ami Kassel Lounès et son épouse, que je salue chaleureusement. Et aussi la présence de notre ami Mohamed Tafarka qui a été bloqué en Algérie pendant 3 ans et puis qui a été emprisonné pendant 12 ou 13 mois. Donc je salue aussi de Mohamed Tafarka. Donc c'est-à-dire nous avons avec nous 2 reprises de justice devant nous. Voilà, donc c'est comme ça que le pouvoir a voulu les cataloguer. Alors, juste une idée sur Riposte Internationale. Donc, nous avons créé cette ONG avec un groupe de militants. D'abord, nous avons commencé le travail donc depuis 2015. Et donc, des réunions marathoniques. Donc, est-ce qu'il fallait créer un mouvement? Est-ce qu'il fallait créer une ONG? Est-ce qu'il fallait créer... Une chose est certaine, c'est qu'il fallait créer un cadre. Il y avait beaucoup de personnes avec nous. Il y avait Saïd Khalil, il y avait... Et initialement, c'était Moustapha Bouchechi qui devait présider cette association. Et à la dernière minute, il a dit que je ne peux pas présider une ONG en France et moi, je suis résident en Algérie. Donc, le jour de l'Assemblée générale, donc j'étais obligé, avec l'ensemble des camarades, donc de prendre la tête de cette organisation. Mais il y avait beaucoup de camarades, il y avait avec nous des Tunisiens, Khaled Khmira, paix à son âme, qui est décédé. Il y a Houssam Hazarli de la Tunisie. Il y a Ner Azabi de la Libye. Il y a Jamal Ouassou, un ancien détenu politique du Maroc. Et puis il y a beaucoup de camarades anciens militants. Nous avons la chance d'avoir avec nous Dr Hassan Hirash et Dr Idir Ounouran. C'est des vieux routiers de la politique, de la lutte pour l'identité, pour la culture. Et donc, même s'ils n'ont jamais accepté de prendre un poste dans l'exécutif, mais ils sont mis 2 conseillers avec Hamid Arab, le directeur du journal Le Matin. Donc, la Riposte Internationale est une machine. Et nous avons eu avec nous beaucoup de jeunes militants, beaucoup d'hommes et de femmes. Ben Maamar Boukhalfa, qui est un petit peu malade ces derniers temps, c'est qui est aussi la cheville ouvrière de Riposte.
Il faut dire que les années 2018-2019, on se retrouvait avec un exécutif de 18, 19, 20, tellement on était nombreux. Mais après le 12-12, et donc on a respecté après les statuts, c'était 7 membres du bureau. Donc, on s'est donné, finalement, on s'est mis d'accord sur la riposte internationale. Une ONG de défense des droits humains, on s'est dit que c'est la cause la plus noble et c'était un cadre qui peut nous rassembler et on ne se retrouvera jamais en confrontation avec un courant politique, ni des camarades, ni des citoyens. Notre seul adversaire, c'est l'injustice et les pouvoirs dictatoriaux, bien sûr. Donc, juste un petit historique rapide qui ne sera pas long. Donc, le 22 février 2019, c'était le mouvement de protestation. Bien avant, nous avons organisé plusieurs conférences avec Majid Ben Cheikh, avec Lama Abdelhamid de la Tunisie, donc le siège de notre ami Mohamed Tafarka. C'était pratiquement notre siège. C'est là-bas où on organisait toutes nos activités. Donc, le 22 février, donc, quand il est arrivé, nous étions déjà, on était pareil, on était structurés. Et nous avons participé au premier rassemblement. Je pense que c'était le 17 février 2019, un grand rassemblement à Paris. Et ce jour-ci, il y avait une réunion de beaucoup d'acteurs politiques. Il y a Mustafa Bouchechi, Karim Tabou, il y avait avec nous Djilali Sofiane, Zoubida Assoul, beaucoup d'avocats, beaucoup de militants, beaucoup de chefs de parti. Il y avait avec nous même, comme par hasard, le président de Hamas, Moukhari. Donc on s'est retrouvés dans une réunion pour discuter justement de la situation dans notre pays. Et finalement, il fallait donner un écho pour le rassemblement, la marche de Kharata, qui s'est déroulée le 16. Et nous avons organisé ici en France, sur Paris, à la place de la République, notre rassemblement. Et le 22, c'était le grand soulèvement qui s'est étalé sur tout le territoire national. Et depuis, sur la place de République, pendant presque une année, on a réussi à rassembler plus de 30 000 militants citoyens. Pourquoi 30 000, pas 35, pas 25? Tout simplement parce que les camarades, les amis du syndicat de la CGT, ils ont fait un travail sur les espaces, sur les lieux de rassemblement, et la place de la République pouvait contenir jusqu'à 30 000 personnes. Et nous, plusieurs fois, il y avait un débordement et la police était obligée d'arrêter la circulation. Ce qui veut dire que pendant plusieurs rassemblements dominicaux, on donnait plus de 35 000 militants. Et une fois, à partir du mois de mars, donc la violence commençait à s'installer, même si au début c'était des arrestations. Donc nous avons organisé plusieurs rassemblements devant l'ambassade d'Algérie pour dénoncer les arrestations. Notamment, le premier arrêté, c'était Karim Tabou. Et le mois de septembre 2019, à un moment où dénoncer l'injustice et envoyer des rapports sur la situation des droits humains en Algérie aux instances internationales, c'est l'équivalent de la haute trahison. Et la politique du pouvoir algérien, c'est toujours incriminer ceux qui dénoncent. Il fallait qu'ils fassent leur crime. La répression dans le silence le plus absolu, circuler, il n'y a rien à voir. Et donc, le 20 septembre 2019, nous avons adressé le premier rapport aux instances internationales du Parlement européen, le Haut Commissariat des droits humains et puis aux différentes ONG de défense des droits humains. Et ces rapports étaient publiés sur le site, sur le journal Le Matin des Aides, sur ADN News et sur un journal marocain qui a de la sympathie donc, pour Riposte Internationale.
à Madal. Et depuis cette date, nous avons adressé, avant 2023, 27 rapports, c'est-à-dire dont on détaillait les arrestations, les noms et prénoms des victimes, des détenus, le lieu d'arrestation, les peines prononcées. Donc, on était avec l'association de Madame Ditour, Nassira Ditour, que je salue au passage. C'est vrai qu'elle est présidente de la FEMA, de la Fédération mondiale contre les disparitions forcées, mais aussi c'est le collectif des familles de disparus en Algérie. Donc, il s'est engagé pleinement pour la défense du mouvement citoyen, du soulèvement populaire, du Hirak, et l'accompagnement des détenus. Et alors, ensemble, nous avons mené 5 missions de plaidoyer. On a rencontré plus de 70 députés européens. Il y a eu d'autres organisations à l'époque au pays qui ont contribué, qui ont aussi envoyé des rapports. Et c'est ce qui a provoqué d'ailleurs que 2 fois le Parlement européen a condamné à l'unanimité le pouvoir algérien qui a fait de notre pays une prison à ciel ouvert. Aussi, nous avons organisé, Riposte Internationale avait organisé 3 rassemblements à Genève devant le siège du Haut-Commissariat des droits humains. Tout d'abord pour donner un écho à ce qui se passait en Algérie, mais aussi pour dénoncer le mutisme de Madame Bachelet, qui était à l'époque présidente du Haut-Commissariat des droits de l'homme, la structure onusienne des droits humains. Et donc, finalement, Madame Bachelet a fini par rendre publique une déclaration dont elle interpelle, même si c'était timide, mais on a réussi quand même à faire ce travail pour interpeller les autorités algériennes et dénoncer les exactions contre le peuple. Et nous avons aussi réussi le mois de décembre 2019. J'essaie de vous donner un petit récupératif sur ce qui a été fait quand même, parce que pour moi, c'est la première fois que je viens au Canada, donc rencontrer des militants. Et juste une petite idée, donc nous avons organisé une grande marche qui a drainé au moins 15 000 personnes. C'est une marche vers le Parlement européen. Donc pour dénoncer les exactions du régime algérien, mais aussi justement pour donner un espoir, pour dire que la diaspora est le prolongement de ce peuple qui est opprimé et qui résiste encore. Il y avait des poches de résistance, des marches. C'est vrai que ça a diminué, mais à Oran, en Kabylie, les marches étaient encore intenses et régulières. 2021, le mois d'octobre, nous avons organisé un colloque à l'Assemblée nationale française. Riposte Internationale en collaboration avec Madame Marie-Georges Buffet, l'ex-ministre de Jospin, qui était présidente du groupe parlementaire communiste à l'Assemblée nationale française, nous a aidé pour organiser un colloque. Et dans ce colloque, il y a eu pratiquement la majorité des acteurs du Hirak. Il y avait avec nous des personnalités aussi. Il y avait Majid Ben Cheikh, il y avait avec nous Hassan Hirash, Idir Nouran, et il y avait des artistes. Aujourd'hui, je ne peux pas citer les noms des gens qui ont assisté parce que la situation quand même est très délicate. Donc, juste pour vous donner une idée, il y avait le représentant du RCD, il y avait l'association plutôt Madame Sanhaja, merci, l'ACDA, ça m'a échappé. Donc, il y a beaucoup d'acteurs politiques, associatifs, d'opposants. Et ce colloque a créé un séisme dans le Parlement algérien et dans la presse. D'ailleurs, c'était des campagnes de dénigrement, notamment à partir d'ici du Canada et du Parlement algérien. D'ailleurs, 48 heures après, il y a un contre-colloque qui a été
créé, qui a été improvisé à l'Assemblée nationale algérienne. Et des attaques du journal Le Soir d'Algérie, de l'Expression, et ils nous ont traités de néo-harkis. Et par la suite, quand ils ont vu que Majid Ben Cheikh, c'est le doyen de la faculté d'Alger, c'est un député qui a été déchu de son mandat durant le coup d'État du 2 janvier 1992. Mais aussi, c'est un ancien maquisard. Il y a même des partis politiques qui ont été instrumentalisés pour nous insulter. Et finalement, ils ont demandé des excuses bien déguisées. Mais ce qui nous intéressait, nous, c'est d'attirer l'attention des médias, même si la grande majorité des médias français nous ont boycottés. Les chaînes de télévision, ils viennent, ils filment, ils couvrent nos événements, mais à 20h, il n'y a rien. J'ai eu la chance donc d'être invité par les médias du monde arabe. Donc le Hayat, comme je maîtrise la langue arabe, donc j'intervenais sur Saoudia, Sky News, Shorouk, l'Arabia, et donc et souvent je suis invité sur des plateaux de France 24, ce qui donnait un petit peu un écho pour nos activités, pour nos actions. Et heureusement aussi à cette époque, il y a la chaîne El Magharibia, que d'ailleurs j'étais interpellé par certains militants, comment ça se fait que vous passez sur une chaîne islamique. Sauf que pour moi, je suis un militant des droits humains, je ne cautionne pas la ligne éditoriale, et c'est pas mon problème la ligne éditoriale. Ce qui m'intéresse, c'est de porter haut et fort la voix du peuple et m'exprimer justement sur le malheur de notre peuple. Et c'est un canal d'expression que je salue au passage parce qu'il a donné la parole à tous les démocrates, à tous les laïcards, même si certains conteste, je respecte, je comprends, sauf que pour nous, le Maghrébien nous a accompagnés et elle a donné une voix à ce peuple. Ce qu'a fait Berber TV, mais depuis au moins 3 années, Berber TV a cessé de parler de la politique en Algérie. C'est devenu pratiquement le NTV bis, donc il parlait des activités de son Excellence le Président. Et il arrive à interviewer des détenus quand ils sont sortis de la prison. Mais jamais parler des détenus qui sont en prison. Jamais parler du malheur des familles des condamnés à mort. 2022, nous avons organisé notre 2e congrès, donc en même temps, donc nous avons publié notre premier rapport annuel. C'était ce rapport, donc il y a la liste des détenus et toutes les exactions que nous avons réussi à collecter, à avoir. Oui, parce que le problème donc de ces rapports, c'est qu'il y a le problème de la collecte d'informations. Avec l'article 87 bis, comme Riposte Internationale est une organisation, est une association de Darwa français, donc nous sommes une organisation étrangère. Et les gens qui composent avec nous sont incriminés. D'ailleurs, notre site a été censuré et n'est plus visible en Algérie depuis le 30 avril 2024. Mais grâce à nos militants, à nos sympathisants et au courage de beaucoup d'avocats, et aussi il y a un militant qui devait être aujourd'hui ici, Zaki Hanesh, qui fait un travail extraordinaire que je salue au passage. Et d'ailleurs, je salue aussi l'arrivée de notre ami Ahmed Monsri qui a subi une violence inouïe, qui a été traîné devant les tribunaux et il a été exilé au Maroc par la suite. C'est Ahmed, c'est celui qui porte des lunettes. Et donc, nous avons quand même réussi chaque année depuis 2023, donc c'était le rapport 2023, mais la mission qu'on s'est donnée en tant que riposte, c'est de faire un travail de mémoire.
Parce qu'en Algérie, en dehors de quelques publications qui ont été faites par l'édition Coucou, qui est harcelée, qui est pratiquement interdite de tous les salons de livres, de tous les événements culturels en Algérie. Et je salue au passage le courage de Mqouran Aït Larbi. Oui, c'est Mqouran qui est la vedette, qui a volé la vedette à Arzkeb. Je salue Maître Mqouran, mais je salue Arzkeb Larbi, qui est en train de subir une violence inouïe de l'État. Il a été même empêché de participer à un salon à Thouassif, dans un petit village. Ben, la participation de l'édition de Coucou est devenue une atteinte à l'unité nationale et quelque chose qui peut casser le moral de nos troupes militaires. Donc, le travail de mémoire doit se faire. Parce que les émissions avec le temps, ils sont effacées sur YouTube. Et donc, on a pensé que les générations futures, nos petits-enfants doivent savoir ce que leurs parents ont subi, ce que ce pouvoir militaire qui nous a volé notre pays, qui nous a volé l'espoir et qui nous a volé toute la joie. Depuis 1962, a refait la même chose, a fait pire que ce qui s'est passé durant la décennie noire. Moi, je me suis installé en France que depuis 2025. Donc, j'ai passé toute la décennie noire en Algérie et j'étais acteur associatif et politique. Nous avons organisé des associations. Je parle de la décennie noire de 91 jusqu'à 2001. Eh bien, nous avons organisé des sit-ins non autorisés. Nous avons publié des centaines de déclarations qui contestent le pouvoir et qui étaient rapportées par la presse. Aujourd'hui, ça devient utopique. On ne peut pas imaginer qu'un journal peut rapporter, relier une information concernant une activité d'une simple association. Alors le syndicat, la grève est interdite pour les partis politiques. Non, la classe politique a été laminée, a été domestiquée. Le RCD qui résiste encore, on a vu comment ils ont massacré ces listes dans les différentes wilayas. Je pense que le pouvoir a eu raison de ce parti qui a accompagné le Hirak, et c'est à son honneur et à l'honneur de sa base. Sinon, toute la classe politique a été cassée. Je ne dirais pas domestiquée parce que si on parle de la domestication, ça veut dire qu'ils sont d'accord. Je ne pourrais jamais douter d'un militant qui ne peut pas s'exprimer aujourd'hui en Algérie. Je ne peux pas douter de sa sincérité. Parce que il faut que vous sachiez que depuis le mois de mars 2019 à ce jour, il y a eu l'arrestation de 33 000 Algériens et Algériennes. Et pratiquement, il y a eu chaque année, il y a entre 300 et entre 250 et 300 détenus encore dans les geôles du pouvoir, donc de détenus d'opinion. Et c'est devenu une prison à ciel ouvert. Je citerai quelques points importants par rapport. Alors, pour cette année, je vais présenter d'abord rapidement. Donc, Dissidents citoyens, c'est un ouvrage collectif qui a été dont plusieurs personnalités et femmes et hommes ont contribué. Il y avait Rachid Malawi, paix à son âme. Nous avons perdu un grand militant, et un grand syndicaliste qui a influencé et contribué à la recomposition du champ syndical. Malheureusement, nous l'avons perdu très tôt et il a passé ces 5 dernières années en exil.
et il est décédé à Paris, ça fait depuis 3 années. Donc dans ce rapport, il y a Majid Ben Cheikh, il y a Fethi Gharras, le président du MDS, il y a Madame Nassira Ditour, il y a Lila Mansouri, il y a Ben Ma'amar Boukhalfa, il y a des militantes, c'est Hadj, une militante, l'une des premières militantes qui a été arrêtée en Algérie. Pardon? Il y a Texaha. Et donc, il y a Adil Houari, Tahar Khalfoun, c'est des personnalités de renommée qui ont participé à cet ouvrage et qui parlent justement de la situation dans notre pays, mais surtout qui critiquent l'état-major et le régime en place. Nous avons fait aussi un travail sur la presse. Dans cet ouvrage, donc situation de la liberté de la presse en Algérie, donc nous avons recensé le nombre de sites qui ont été censurés et le nombre de journalistes qui ont été arrêtés, condamnés. Et donc c'est un état des lieux. Ça a été publié en 2024. Et cet ouvrage, c'est un ouvrage collectif. Dont il y a plusieurs personnalités, Kamel Mouktafi qui est là, qui a contribué, il y a Dr Nourab Kouch, il y a Mohamed Rahmoun, il y a Maître Nourdin Ahmin qui est avocat des détenus, qui est toujours en Algérie, il y a Tahar Khalfoun, il y a Boumdine Sidi El-Khadar qui est une personnalité aussi, un universitaire, et donc il y a Mohamed Bakir. Donc c'est un état des lieux sur le premier mandat du président actuel. Et pour ce rapport, c'est le nouveau rapport sur la situation des droits humains en Algérie pour l'année 2025, du 1er janvier au 31 décembre 2025. Donc, on essaye d'alerter, donc, pour votre information, le 22 et le 23, une délégation de Riposte Internationale en compagnie de l'AFIDH, juste pour votre information, Riposte Internationale, l'adhésion de Riposte Internationale a été validée par l'AFIDH. J'ai assisté au congrès de Bogota le mois d'octobre et nous sommes devenus membres de l'AFIDH. Donc le 22 et le 23, il y a une délégation de Riposte Internationale avec l'AFIDH, la Fédération Internationale des Droits Humains, qui vont présenter ce rapport et qui vont parler d'autres problèmes et de toutes les exactions du pouvoir avec les responsables, d'abord les rapporteurs spéciaux et avec les responsables du commissariat des droits humains. Alors, je ne vais pas trop m'étaler, donc il y a la criminalisation de mobilisation pacifique. Alors, l'utilisation de l'appareil judiciaire comme outil de répression. Aujourd'hui, quand on parle de la justice pour le pouvoir, parce que c'est l'injustice pour le peuple. Cette justice au service de la police politique, cette justice au service de la violence, de l'injustice. Donc des juges qui condamnent à leur guise et des militantes et militants. Et d'ailleurs, on se souvient de Zarmati à qui l'ancien chef de l'état-major qui a donné l'ordre, il lui a demandé de faire vite, arrêter, juger et condamner. Donc, appel à manifester assimilé à des atteintes à l'ordre public. Maintenant, organiser une manifestation, c'est une atteinte à l'ordre public. Contestation politique régulièrement associée à des influences étrangères. Toute action politique, c'est la main étrangère. Si ce n'est pas Israël, c'est le Maroc. Et si ce n'est pas le Maroc, il y a deux organisations qui sont devenues aujourd'hui des organisations terroristes, c'est le MAC et Rachad. Sauf que il faut signaler que la structure, l'instance qui a désigné, qui a catalogué le MAC et Rachad comme organisation terroriste, c'est le Haut Conseil de la sécurité. Et sur le plan constitutionnel, le Haut Conseil de sécurité est un organe consultatif. Il n'a pas de pouvoir exécutoire. Eh bien, depuis l'arrivée de Tebboune, il a fait de ce Haut Conseil son Parlement. Il a tourné le dos au Parlement qui est issu de la fraude. C'est l'un des parlements les plus illégitimes depuis
l'indépendance de l'Algérie. Donc, il a catalogué deux organisations. Eh bien, ces deux organisations n'ont jamais été terroristes, n'ont jamais exercé du terrorisme. Le pouvoir, avec l'article 87, il a changé la nature, la définition du terrorisme. Aujourd'hui, le terroriste, c'est pas celui qui égorge, mais celui qui pose une bombe quelque part. C'est celui qui rédige une déclaration, qui dénonce le pouvoir. Eh bien, les injustices de ce système judiciaire, il y a Mohamed Tajadid qui est condamné à 5 ans de prison, à qui on a volé une vie. Il y a Hassan Bourras qui, de nouveau, qui est en prison. Hassan Bourras, pour l'histoire, il a demandé sa déchéance de nationalité le début du mois de janvier. Il ne veut plus être un citoyen algérien. Il veut être autre chose. Et il a perdu espoir dans son propre pays. Et ils l'ont empêché de vivre. Ils ont imposé sa famille. Et il a plusieurs maladies. Et aujourd'hui, injustement, moi je suis ces publications depuis des années. Elle n'a jamais publié quelque chose de violent, même anti-pouvoir. Il a voulu vraiment prendre du recul, avoir un peu de paix. Eh bien, de nouveau, il est en prison. Il a entamé une grève de 25 jours. Une grève de 25 jours. Il n'a jamais été accompagné par un médecin. Pire encore, il a été jeté dans l'isolement. Il a été mis en isolement pour le punir, afin qu'il arrête sa grève. 25 jours. Vous savez, une grève, quand elle dépasse 15 jours, bien sûr, même si la personne échappe, il y a des séquelles, il y a des maladies. Eh bien, le pauvre, 25 jours, vous savez comment il a arrêté sa grève? C'est sa maman qui lui a envoyé une lettre. C'est sa sœur qui lui a remis la lettre en lui disant, voilà, donc notre maman te dit que si tu n'arrêtes pas ta grève de faim, je vais entamer une grève jusqu'à ce que tu arrêtes la tienne. Et c'est comme ça qu'il a cédé par chantage, parce qu'il sait bien que si sa maman entame une grève, ça sera son arrêt de mort. C'est comme ça qu'il a arrêté. Il y a Mira Mouknash, qui reçoit 3 convocations le même jour. Une convocation à Alger, une convocation à Béjaïa et une convocation à Oran. Il est en prison, placé en détention provisoire dans le cadre des poursuites judiciaires. C'est l'article 87 bis. Et l'article 87 bis, c'est 20 ans de prison. Il y a Cherif Mellal, le président légitime de la GSK, qui est en prison depuis 4 ans, injustement. C'est quelqu'un qui a réhabilité la GSK, qui a fait aimer de nouveau le foot au public de la GSK. Eh bien, il est en prison injustement depuis 4 ans, et poursuivi par plusieurs plaintes. Et c'est des dossiers montés. Yeftahi Gharras et son épouse Msaouda Chabala, qui sont convoqués régulièrement devant les tribunaux et même condamnés. Si on a parlé de ces détenus qui sont plus ou moins connus, il y a un oubli dans tout ça. Il y a Marzouk Touati, qui a été jeté en prison et condamné à 7 ans de prison. Ça fait bien en 2017-2018. Par la suite, il a été relâché parce que le dossier était vide. De nouveau, il a été jeté en prison. Et ils l'ont mis dans la prison de Ghardaïa, avec la situation sociale très délicate de la famille. Ils sont obligés d'effectuer un déplacement de 700 km aller-retour et de payer donc des hôtels, des transports. Il a fallu faire toute une gymnastique pour qu'il soit de nouveau mis dans la prison de Bouira. Il a purgé sa peine. De nouveau, il a été condamné. Son site, lhogra.m, a été fermé. Et lui, il est pratiquement mis en résidence surveillée. Ni il s'exprime, ni il sort,
ni il peut, voilà, le moindre réaction de sa part, c'est la prison. Il y a les conditions carcérales. J'ai pris les choses les plus sensibles. Vous savez qu'il y a une surpopulation chronique. Je donnerai un exemple de Tizi Ouzou parce qu'il y a au moins 2 familles qui nous ont contactés. Durant l'été, la canicule, la chaleur atteint 55 degrés donc à Tizi Ouzou. Et en prison, il n'y a pas de climatisation. Et l'été passé, la direction de la prison a demandé aux détenus de contribuer pour acheter des climatiseurs. Demander 5 000 dinars. Chose qui n'a pas été réalisée. Et un deuxième exemple, une salle qui prenait 43 détenus. Entre chaque deux lits, ils ont mis un matelas. La salle de 43, de nouveau, prenait 72 détenus. L'insalubrité. Vous savez que Hakim de Bézé a été emprisonné, je pense en prison de Tunis. La prison de Tunis a été construite par l'armée française, l'armée coloniale, le début du siècle. On ne peut même pas mettre des animaux au faire de cette prison un zoo. C'est toujours une prison. Il y a un manque d'aération, un accès limité aux soins médicaux. Et donc, il y a aussi, on a parlé de la canicule, mais vous imaginez aussi le froid hivernal. Et il y a l'isolement arbitraire. Vous savez, dans toutes les prisons, il y a toujours des éléments injectés donc, qui infiltrent. Ils provoquent un militant, ils provoquent une militante. Et donc, dès qu'elle réagit, elle est massacrée et jetée à l'isolement pour, voilà, au cachot pendant plusieurs semaines. Et la famille de Wafia est allée lui rendre visite. Ils ont trouvé son bras dans un plâtre. Aucune communication. Et les avocats n'ont pas le droit de communiquer, de remettre les actes, les décisions, les jugements rendus publics par les tribunaux. Eh ben, ils n'ont pas le droit de remettre ces jugements par crainte d'être utilisés par les ONG, par les opposants contre le pouvoir. Et le barreau d'Alger et celui de Annaba, non, et celui de Bijaya ont rendu public un communiqué dont ils interdisent aux avocats de s'exprimer devant les médias sans l'accord du barreau. Alors que le barreau, c'est une association qui devait accompagner les avocats et les aider dans leur mission, et ce n'est pas une structure qui va censurer, surveiller, devenir un tribunal contre les avocats. Il y a des avocats aussi qui sont jetés en prison. Il y a aussi le refus d'accepter une commission d'enquête, même nationale, interne, pour voir la situation des prisonniers, des détenus, la situation des infrastructures. Ça, c'est un secret gardé par le pouvoir. Il y a la pression psychologique. Donc, toujours, quant à les détenus, il y a l'isolement, il y a le transfert éloigné. Vous savez que des détenus sont envoyés dans des prisons à 700, 800, jusqu'à 1000 kilomètres. Le transfert arbitraire pour un oui, pour un non. Donc on trouve le prétexte pour éloigner de leur famille et surtout imposer des frais, une nouvelle misère aux familles qui sont déjà dans une situation de détresse. Il y a la restriction des contacts familiaux avec les avocats. Il y a l'intimidation, les intimidations contre les avocats, craignant donc la radiation, ça je l'ai dit, recours abusif
et prolonger la détention provisoire sont devenues des peines administratives. C'est-à-dire l'administration peut garder quelqu'un 2 ans, 3 années, en attendant de compléter, de finaliser le dossier. Et par la suite, beaucoup de détenus ont été libérés et sans aucune condamnation parce que les dossiers, c'était des dossiers montés de toutes pièces par la police et par la police politique. Et souvent, c'est des posts qu'on copie à partir de Facebook. Voilà, vous avez liké. D'ailleurs, Hakim de Bazir a été laissé mort en prison à cause d'un post qu'il a partagé sur Facebook. Il a laissé 3 orphelins et une veuve. Recours abusif et prolongé à la détention provisoire utilisé dans certains cas comme des sanctions de fait avant le jugement. Détention provisoire abusive et prolongée devenue comme des peines administratives. Recul des libertés d'expression et des libertés de la presse. Sur 8000 journalistes, il y a une centaine, entre 100 et 120 journaux. C'est pratiquement une seule rédaction. Et des fois, on trouve les mêmes titres sur 30-40 journaux la journée. Et c'est devenu une machine de propagande en faveur du régime. Et ça ne veut pas dire que les journalistes sont indignes. Ça ne veut pas dire que s'il y a un pays qui a payé le prix fort pour sa liberté, c'est bien l'Algérie qui a perdu 250 000 morts et entre 8 000 et 23 000 disparus, plus de 120 journalistes assassinés. Il y a un renforcement du contrôle administratif des médias. D'ailleurs, tous les médias qui ne sont pas domiciliés en Algérie, se prendre l'initiative de domicilier un média en France ou même au Maroc ou en Belgique, eh bien, il est censuré de suite, il devient invisible pour le public algérien. Autorisation préalable pour certaines activités médiatiques et culturelles. Même avec cette autorisation, j'ai rencontré un ami avant que je vienne ici à Montréal. Il a programmé donc une exposition de livres. Eh bien, et on lui a demandé, d'abord on lui a remis une liste d'écrivains à ne pas faire participer dans leur exposition. Deuxièmement, donner toutes les œuvres de chaque c'est-à-dire il doit faire un travail de flicage. Il doit passer 2 mois pour connaître tous les écrivains, tous les titres c'est-à-dire c'est une façon de bloquer l'activité. Il y a un festival à Bouzguine qui a été annulé à la dernière minute. Il y a une activité aux Ouassifs, c'est pour rendre hommage aux joueurs Menned et Mouloud Aïboud. Et c'est une activité sportive, rien, aucune politique. Eh bien, l'événement a été annulé sous prétexte que les organisateurs n'ont pas été responsables, n'ont pas respecté. Respecté quoi? On demande à l'administration d'approuver, on présente un programme et puis c'est tout. Mais l'administration fait tout pour empêcher toute activité. Et donc, notion utilisée souvent, c'est pour justifier cette répression, sécurité nationale. Une activité culturelle est une menace sur la sécurité nationale et aussi perturber l'ordre public. Un événement, c'est perturber l'ordre public. Aussi l'intérêt national. Toute interdiction est justifiée par l'intérêt national, atteinte au moral des militaires. Il y a liberté de réunion, d'association. Donc, il y a la loi numéro 12.6 relative aux associations permet au pouvoir de limiter les activités de la société civile. D'ailleurs, avec la nouvelle loi, on interdit même à un chef de parti de changer un membre de son exécutif sans l'autorisation du ministre. C'est-à-dire les partis politiques deviennent des relais du ministère de l'Intérieur.
ce n'est plus de la société civile, mais c'est la société militaire. Donc c'est aux ordres de l'administration. Et refus de renouvellement d'agrément, vous savez, dans toute la planète, une fois une association est agréée, l'agrément est valable jusqu'à la nouvelle Assemblée générale et l'élection d'une nouvelle équipe. En Algérie, non. Chaque fin d'année, il faut présenter le bilan moral et financier et attendre la sanction et la décision de l'administration. Si les activités de l'association ne rentrent pas dans la politique globale du gouvernement, eh bien l'agrément n'est pas renouvelé. Et juste pour rappel, c'est que la DDH qui a été dissoute n'a pas reçu le nouveau agrément depuis 2013 jusqu'à sa dissolution. Juste pour voir que ça ne date pas seulement avec l'arrivée de 12-12, mais depuis Bouteflika. Non-autorisation du congrès. À chaque fois, une organisation, un syndicat, d'ailleurs le SNAPAP est en train de tout faire pour avoir une autorisation pour organiser le congrès. Et à chaque fois, il y a un refus. La salle n'est pas adaptée au congrès. Il y a des éléments qui sont des reprises de justice qui ont participé. Il y a un casier judiciaire qui n'est pas... La date est dépassée. Eh ben, le SNAPAP est empêché à ce jour d'organiser son congrès. Il y a la restriction des libertés d'association, restriction des libertés de réunion. On ne peut plus organiser une activité sans l'autorisation préalable de la police. La grande majorité des autorisations sont rejetées. Des demandes d'organisation, d'organiser un événement sont rejetées. Restriction, donc. Les conséquences, c'est la dissolution au blocage d'organisation, la censure numérique, la répression syndicale. À partir de la seconde où le droit à la grève a été interdit, à quoi sert d'organiser un syndicat? Si on ne peut pas engager un bras de fer avec une administration qui est gérée par la police politique. On voit bien que l'administration est au service je dirais pas du gouvernement, mais parce qu'on sait bien que le centre de décision n'est pas à l'intérieur des institutions, mais c'est en dehors de ces institutions. Des organisations comme la DDH, RAJ, SOS Disparu, Caritas, Radio M, SOS Babelwed, tous sont des victimes de ces lois et de cette administration. Il y a la tensification des interdictions de sortie, d'entrée du territoire. Donc, ils ont interdit Ali Flaoun qui a démonté, mais nous savons bien que Ali Flaoun, ou le Halou qui est empêché de vivre, empêché de travailler, empêché même d'organiser un gala à l'intérieur, et empêché de sortir et organiser des galas à l'étranger. Il y a notre ami Mohamed Tafarka qui a été interdit de quitter le territoire pendant une année, par la suite jeté en prison pour 12 ou 13 mois, après sa sortie de prison, empêché encore une année de quitter le territoire. Pour qu'à la fin, on lui donne un jugement dont il est innocenté. Alors pourquoi 3 ans de souffrance? Pourquoi une année de prison? Il y a aussi l'interdiction d'entrer en Algérie. Madame Nassira Dutour, à qui on a enlevé son fils, qui est le symbole d'une lutte de la décennie noire. On l'a empêché d'entrer chez elle avec un passeport algérien. Il a une double nationalité à la limite, on peut... Ijemel Alilet, un journaliste qui était... Farid Alilet, qui était responsable du journal Liberté. Liberté, c'est un journal qui a été toujours du côté, même si avec souplesse, de l'administration. Il n'a jamais été dans l'opposition. Eh bien, elle a été refoulée et interdite. Mais de quel droit on peut empêcher un citoyen de rentrer chez lui?
l'empêcher de voir ses parents. Il y a la confiscation des passeports. Et pour Boualem Sassar, par exemple, on ne lui a pas demandé de restituer son passeport. On a désactivé la puce du passeport. Maintenant, on peut annuler les passeports à distance. Voilà, donc, mais c'est des génies, c'est des diables. Ils inventent, c'est incroyable, pour réprimer et terroriser la population. Il y a l'utilisation aussi intensive des dispositions liées au terrorisme et la là. Tout est devenu terrorisme, la main étrangère et menace à l'État. Les gardes à vue prolongés jusqu'à 12 jours sans présence d'un avocat. Maintenant, la police, la gendarmerie, la police politique peut détenir quelqu'un pendant 12 jours. Et personne ne saura s'il a été malmené, torturé, et jusqu'au 12e jour pour avoir le droit d'avoir un avocat. Et accès limité aux avocats. Facilitation de détention provisoire. Maintenant, on n'a pas besoin de preuves. Il suffit de douter et de signer parce que il n'y a plus de justice. Même les avocats n'ont plus justement ce statut d'avocat. Eux-mêmes déjà sont jetés en prison. Ils sont malmenés. Ils sont condamnés. Il y a le report répété des procès. Vous savez, il y a des gens qui sont en prison depuis 2 ans, 3 ans, et chaque 6 mois, le procès est reporté. En attendant de voir, et puis au bout de la 3e ou 4e année, il sort, finalement, il a été innocenté, c'est pas grave, on lui a volé 4 ans de sa vie ou les choses. Il y a la réduction des droits de la défense et la déchéance de nationalité. Eh bien, le Parlement actuel, un député du RND donc, a proposé une loi pour déchoir de sa nationalité les opposants. Donc, initialement, c'était contre les opposants à l'étranger. Et juste après, le ministre de la Justice a prononcé a eu une intervention pour dire que non, on peut l'appliquer même à ceux de l'intérieur. On va déchoir quelqu'un à l'intérieur alors qu'il est nulle part, il est seulement en Algérie, il ne saura, il n'a aucun terme. Alors, voilà. Les procédures accélérées quand ils veulent liquider une affaire, donc en 75 heures, il est interpellé, condamné, jeté en prison et l'affaire est classée. Il y a la réduction des droits de la défense, d'échéance de nationalité, mais surtout il y a aussi une loi qui a été votée, la mobilisation générale. La mobilisation générale, c'est une situation qui peut être provoquée par le pouvoir. Il peut envoyer un drone, et puis c'est l'alerte, c'est l'état de siège, et c'est l'armée. Alors, la mobilisation générale, c'est la mise des institutions civiles sous l'autorité militaire. Et en Tarton, ils ont voté aussi une loi dont un général, un colonel, un capitaine, un militaire peut prendre la direction d'une société, d'une entreprise civile. Voilà, donc c'est vraiment, c'est en Tunisie, c'est l'État policier, nous sommes vraiment dans un État militaire géré par la police politique. Il y a le détournement, pour clôturer, il y a le détournement des représentations diplomatiques à des fins de police politique. Vous savez, on a transformé les consulats et les ambassades à des bureaux de la police politique. On a instrumentalisé certains vendus, certains indicateurs qui étaient avec nous durant le Hirak pour jouer le rôle des rabatteurs, donc ramener des gens pour signer un document de repentance, comme si c'était des terroristes des années 90, c'est-à-dire renoncer à ses convictions, s'engager à ne plus s'opposer au régime, mais surtout dénoncer
ses collègues. S'il était dans une association, dans un syndicat, et surtout jouit sur la misère. Il y a des militants, si je ne parlerai que de riposte internationale. Nous avons notre ami Mamar Tarzki qui a perdu son père, sa mère, il n'a pas eu la chance de les accompagner à leur dernière demeure. Il y a notre ancien secrétaire général, il y a notre vice-président Ben Ma'amar Boukhalifa, ses deux frères qui ont perdu un frère et une sœur. Ils n'ont pas été, ils ont pas accompagné, ils étaient interdits d'entrer au pays, donc ils n'ont pas accompagné. Je peux citer d'autres cas. Et certains, par contrainte, ils étaient obligés de signer dans la précipitation. Il perd un père, un frère, sa maman, donc il doit assister à l'enterrement. Donc dans la précipitation, on lui donne un document, il doit cacher des cases. Mais il dit non, cette case, non, voilà, vous cochez celle qui vous arrange. Ah, donc pour lui c'est réglé, parce que moi j'ai pas fait ça, j'ai pas participé à ça. Une fois en Algérie, on lui donne de nouveau le document. Vous signez. Donc il fait la même chose. Il dit, mais vous n'avez pas coché cette case. Il me dit, non, j'ai déjà informé. Écoutez, vous voulez participer assister à l'enterrement de votre parent, ou sinon, vas-y, c'est un chantage. Et c'est devenu des bureaux de la police politique pour intimider, menacer. Donc c'est la manipulation pour profiter de la misère, du peuple. Voici un petit peu pourquoi, donc à Riposte Internationale, nous avons justement aussi donné cette mission, parce que il y a aussi des conventions qui n'ont pas été respectées. Il y a le pacte international relatif aux droits civils et politiques, il y a la déclaration universelle des droits de l'homme, il y a la charte africaine des droits humains et des peuples, il y a la convention des Nations unies contre la corruption. L'Algérie a signé des conventions et s'est engagée. Et quand on signe un traité ou une convention avec l'ONU, avec les instances internationales, le pacte et là la primauté sur la loi nationale. Il est supérieur sur la loi nationale. Et d'ailleurs notre professeur Majid Ben Cheikh, je lui souhaite une longue vie, il a dit, il est du devoir de chaque citoyen de dénoncer son gouvernement quand il piétine les pactes, les conventions qu'il a signées. Donc nous, c'est ce qu'on fait depuis notre création, c'est d'accompagner notre peuple. Peut-être je placerai aussi un mot sur c'est vrai que la violence est sur tout le territoire national. Mais depuis la décision de Gaïd Saleh d'interdire le drapeau amazigh, c'est un feu vert à l'opération Zéro Kabyle. Et dans ces jours-ci, même Ben Sdira est en train de dénoncer, même si je prends toujours avec pincette. Alors, il y a en Kabylie, dans nos traditions, la gendarmerie depuis l'indépendance n'entre pas dans nos villages. Nos villages, c'est des dortoirs. Et quand il y a quelqu'un qui est convoqué, on dépose une convocation au commerce, aux commerçants, à la première personne, et puis le lendemain. Aujourd'hui, des dizaines de Land Rover, de voitures blindées rentrent dans ces villages pour prendre des femmes. Wafia, on a été plusieurs fois chez elle. Donc, il y a aussi les avocats et les défenseurs qui ont été malmenés ou emprisonnés. Et il faut rappeler que Issa Rahmoun, qui est aujourd'hui secrétaire général de la fédération, a été poussé à l'exil. Salah Debbouz aussi est en exil. Saïd Salhi, le vice-président de la Ligue, est en Belgique
réfugiés en exil. Il y a des avocats qu'on a jetés en prison, Abdel Raouf, Mahdi Zidane, Soufiane Ouali qui est régulièrement convoqué par les tribunaux, et Saïd Zoui. Il y a des défenseurs des droits humains. Khadour Chouicha, un universitaire, un syndicaliste, un militant politique, et son épouse Jamila Outil l'ont traîné pendant plusieurs années devant les tribunaux. Il y a des partis politiques qu'on a. Il y a d'abord le centre des droits humains à Abidjan qui a été fermé. Le MDS et le PST qui sont dissous. Suspendus, oui, mais vous savez, la suspension administrative dans notre pays, c'est devenu le premier pas vers la dissolution. Quand on empêche un mouvement qui est un réseau sur le plan national, de rendre public même une déclaration, c'est ça la dissolution, c'est donner la mort, c'est pousser les militants vers le désespoir et quitter et rejoindre peut-être d'autres formations. Donc c'est une mort organisée pour ces organisations. Donc il y a aussi, il faut dire que ce que je viens de vous raconter depuis tout à l'heure a été confirmé par 2 rapporteurs spéciaux qui ont été autorisés à rentrer en Algérie. Il y a monsieur d'abord Clément Voul et par la suite madame Marie Laoula. Nous avons contribué avec nos camarades en Algérie et nous avons donné, on a tenu plusieurs réunions et on a communiqué des noms. D'ailleurs, monsieur Ahmed Monsri était là, d'ailleurs il les a rencontrés lui-même. Lui c'était à Oran et à Bidjaya et ils ont rencontré, je donnerai quelques noms, donc Zghilish aujourd'hui qui est poursuivi par 5 procès et Marzouk Touati qui les a rencontrés, Ahmed qui les a rencontrés, Hossein Boumdjen qui les a rencontrés. Eh bien, le pouvoir est en train de se venger parce qu'à la fin de leur visite, parce que chacun a organisé sa visite individuellement, c'était pas au même moment. Eh ben, ils ont rendu public devant les caméras des chaînes algériennes que les libertés individuelles n'existent plus, que la répression des militants, des syndicalistes, des associatifs n'existe plus. Donc ils ont reconnu le constat, c'est-à-dire ils l'ont dit devant pour le gouvernement algérien, sur le territoire algérien, que rien n'est respecté. C'est une façon de dire, c'est devenu une prison à ciel ouvert. Voilà, donc juste aussi dire qu'il y a des avocats qui ont été assassinés. Il y a Djamel Dilchaoui qui a été assassiné par un inspecteur de police à Skikda. Il y a Tariq Sdan à Bourj Bouararij, il faisait son footing, et comme par hasard, il y a une voiture qui est passée, il a fauché. Et donc, aucune enquête à ce jour, bien que le cas de Djamel Dilchaoui est très clair. Il a été assassiné par un inspecteur de police à l'intérieur du commissariat de police. Malheureusement, aucune suite n'a été donnée. Voilà, je vous remercie pour votre patience, de m'avoir écouté. J'espère que j'étais fidèle à la situation. C'est vrai que je suis un petit peu alarmant. Je n'utilise pas un langage diplomatique. C'est ce que toujours, d'ailleurs, on m'a reproché, comme je suis président d'une ONG, au lieu de dire qu'il a été assassiné, il faut dire qu'il a été laissé pour mort. Donc, un langage. Et moi, j'étais d'abord syndicaliste, par la suite militant politique. Je ne sais pas utiliser le langage des avocats, je ne suis pas avocat, mais je suis un citoyen qui essaye de courir derrière la vérité. Je vous remercie. Donc, Merci beaucoup, Monsieur Ali Djoudi. Merci pour le travail que vous faites. Et à travers vous, nous remercions Réponse Internationale. Monsieur Ali Djoudi, il travaille dans un terrain très très miné. Et
où parfois les convictions politiques peuvent prendre le dessus sur le travail qu'il fait. Minsa, il fait un travail d'une façon impartielle, il défend tout le monde. Un date vote, il est l'injustice, il la défend. Tanmer, encore une fois, Il la dénonce. je veux dire, il défend ceux qui subissent l'injustice. يعطيك الصحة. Tanmer. C'était زمرا أنا دي استقصيا. Donc si vous avez des questions, ok.